connaissez le positionnement de Megève, mais c'est vrai que Megève, depuis quelques années, s'est inscrit dans une démarche d'innovation. On a été même dans le programme de Megève Smart Ski Resort, qui a été développé notamment par notre adjoint au tourisme, d'ailleurs sur une table ronde, qui est M. Seigneur. Alors, on a mis en place au niveau de la commune et au niveau de l'Office du tourisme des actions, on va dire, concrètes en termes d'innovation. Donc au niveau de la commune, les infrastructures, on va dire, donc on a ici la 4G, qui est quand même une chose importante, la fibre optique, des choses structurantes qui sont aujourd'hui dans les villes, ça paraît naturel, mais dans les stations, pas forcément. Le Wi-Fi, on a des zones de Wi-Fi, on va dire, gratuits, toute la station, clairement aujourd'hui. C'est aussi une demande de notre clientèle, on l'a vu assez rapidement. Donc ça, c'est un vrai service d'innovation. Alors ça, c'est au niveau de la commune. Ils ont même mis en place, on va dire, ils ont favorisé les entreprises innovantes en favorisant des locaux comme le bureau d'innovation, c'est-à-dire des entreprises qui déposent un projet innovant peuvent bénéficier de locaux à l'année gratuitement, donc pour inciter l'innovation des partenaires, ça c'est aussi très important. Alors ça c'est au niveau de la commune, et au niveau de l'Office du tourisme, nous on a des actions assez concrètes. On a eu en 2009, on a présenté un projet au niveau de la région Rhône-Alpes qui s'appelle le martelloscope numérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est avec en partenariat avec l'ONF, c'est de raconter aux touristes l'évolution de la forêt, le martelage. Sur le terrain, on a un terrain de forêt, donc il y a des animateurs de l'ONF avec un ordinateur qui a un questionnaire auprès des participants, explique un peu, on va dire, l'évolution de la forêt, parce qu'il y a des idées reçues aujourd'hui, c'est qu'on a une destruction de la forêt, alors que nous, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt la gestion, on est plutôt en surabondance, on est plutôt la forestière. Donc, on a eu, on va dire, au niveau de la région Rhône-Alpes, une aide financière qui est importante, au niveau du martelloscope numérique, parce qu'on l'a répliqué au niveau numérique sur notre site internet, je vous invite d'ailleurs à aller le voir. On a eu sur un budget de 72 000 euros, 36 000 euros de subvention. C'est quand même, on va dire, important au niveau d'un projet comme celui-ci. On a vu des retombées assez rapidement. Alors il faut savoir aussi que ça s'inscrivait au niveau de l'innovation, mais aussi au niveau du développement durable. On a parlé tout à l'heure, c'est des préoccupations, on va dire, qui sont chères au positionnement de Megève. Donc un exemple concret d'innovation de produit, donc une animation touristique liée à la technologie et à une application, on va dire, numérique. On a aussi mis en place une autre activité qui s'appelle le Labo Rando, pareil, donc c'est donc un musée qu'on a réhabilité qui décrit la flore et la faune de Megève d'un point de vue technologique. Il y a une balade avec un GPS, une application qui permet d'expliquer un peu le côté faune et flore de notre territoire, toujours dans ce caractéristique de développement durable et d'innovation qui sont importantes pour nous. Alors ça, c'est deux exemples forts, on va dire, en termes d'innovation. On a mis en place, ceux qui étaient invités, on peut venir à un nouvel accueil du tourisme avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les offices du tourisme, parce qu'on n'est pas les seuls, mais des tablettes, des applications, on fait beaucoup d'applications. On a un jeu de chasse au trésor qui a été développé, qui s'appelle Megève Légende, donc très identitaire. On a beaucoup d'applications sur des courses de ski, sur le kilométrage, on va dire un peu se chronométrer sur le domaine skiable. Donc on a développé toute cette partie application mobile. Alors ça peut être une réflexion au sein des offices du tourisme. D'animateurs réseaux sociaux, alors c'est le thème d'une
une autre table ronde, mais qui est un peu, on va dire, en cohérence avec ce qu'on dit maintenant. Réseaux sociaux et conversations web. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît, on va dire, ce que c'est la conversation web. C'est en fait c'est une centrale de réservation, une personne qui se connecte et qui cherche un hébergement peut soit contacter tout de suite, c'est-à-dire une hôtesse qui l'oriente, soit c'est l'hôtesse directement qui oriente via un module sur le site. Donc il y a une interaction directe. On a à la Redoute, par exemple, je pense, sur des bons sites marchands, c'est vrai qu'on est un peu dans cette logique-là. Donc on a créé un poste pour ça. Au niveau des réseaux sociaux, on est aussi très présent parce qu'on est la station, on a le plus grand nombre de fans, 36 000. Alors c'est bien d'avoir 36 000 fans, notamment au début. Je pense que ce qui est le plus important, c'est la conversion de fans en consommateur. Donc là, c'est toute la réflexion qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Et on a, pour cela d'ailleurs, on a imaginé avec notre agence de com depuis 2 ans un concept qui s'appelle We Are Megève, qui est un concept communautaire qui permet aux amoureux de Megève, aux ambassadeurs de Megève, d'avoir un site dédié, une plateforme dédiée pour dire allez, que du bien de Megève, voilà, et de pouvoir se rassembler. Donc, tous ces exemples-là, on l'a fait bien sûr avec une vraie volonté municipale, touristique, et on voit que c'est la direction qu'il faut prendre. Donc il y a d'autres exemples, je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. Mais en tout cas, nous, c'est notre positionnement aujourd'hui, et je pense que c'est impossible de faire face, de ne pas, on va dire, aller dans cette direction-là. Il y aura d'autres méthodologies, mais en tout cas, c'est très important pour nous. J'ai été recruté par Jean-Claude Decaux, donc ma mission est essentiellement de développer les relations avec les collectivités locales et territoriales, et de présenter des nouveaux produits, de nouveaux services. Et aujourd'hui, à la demande des organisateurs, on nous a demandé de présenter cette notion de milieu urbain intelligent, sur lequel on a mis beaucoup d'accélérateurs après l'appel d'offres à projet de la ville de Paris, qui en 2010 a lancé une consultation extrêmement ouverte à tous les opérateurs qui le souhaitaient. Il n'y avait pas de cahier des charges, si ce n'est celui de présenter des services numériques sur l'espace public. Donc carte blanche totale pour l'ensemble des candidats qui souhaitaient exprimer des projets. Donc on a présenté 7 idées à la ville de Paris, la 6 ont été retenues. La 7e, non pas qu'elle était mauvaise, simplement la ville de Paris avait elle-même un propre projet sur cette 7e idée, donc ils n'ont pas retenu. Donc l'opportunité de tester le numérique dans la ville, tout en capitalisant 50 ans d'expérience en mobilier urbain. Donc très vite, nos dirigeants ont constitué un groupe projet qui était composé de l'ensemble des directions générales du groupe, que ce soit marketing, commercial, recherche, production, exploitation, ainsi que les 2 designers qui ont été retenus pour cet appel à projet, qui sont 2 designers français de renommée mondiale, Patrick Join et Mathieu Lehammer, qui sont de jeunes designers qui sont extrêmement talentueux. Donc ils ont tout de suite été intégrés, je dirais, dans le groupe projet. Ceci est important parce que ça a permis d'être extrêmement efficace. On a décidé de travailler à la fois sur la notion d'usage et sur l'immobilier. Et donc on a développé 10 prototypes qui ont été développés en 18 mois, qui ont été installés en différentes étapes, je dirais, sur le territoire de la ville de Paris. Vous avez l'exemple ici de ce qui a été fait sur Paris. Il y a eu 4 thématiques autour de se déplacer, que faire à proximité, découvrir Paris, culture et information, 16 applications, mais ça n'est qu'un exemple, on pourrait en multiplier, je dirais, des dizaines et des centaines d'autres, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une énorme appétence, je dirais, à la fois de l'usager pour retrouver sur l'espace public ce qu'il pouvait trouver comme service de meilleur sur son smartphone. En plus, il y a des gens qui n'ont pas des smartphones de dernière génération et qui apprécient si vous utilisez ces contenus qui sont accessibles gratuitement sur l'espace public. Et puis on a vu aussi apparaître, et on le voit tous les jours, vous avez de jeunes startups qui ont des idées géniales, qui n'ont pas de moyens, et c'est intéressant de pouvoir les aider à concevoir leurs applications. Donc on a créé donc, effectivement le concept Abribus. Alors évidemment,
cet abribus-là, vous ne le verrez sans doute nulle part, jamais, multiplié par des dizaines ou des centaines d'exemplaires dans une ville du monde, parce que c'est un concept, c'est comme un concept car, c'est le meilleur de la technologie que l'on peut présenter sur l'espace public aujourd'hui. Vous avez un toit en verre intelligent, filtrant, vous avez un bandeau AFP, vous avez des temps d'attente en temps réel, vous avez des prises USB, vous avez des écrans tactiles. Et on a été très étonnés, je dirais, du nombre de consultations qui ont été faites, je dirais, sur ces petits écrans. On l'avait pourtant fait avec un seul partenaire, qui était le Mapping Job du groupe de Richebourg. Et vous voyez, on peut aller très vite dans des informations de proximité locale de façon très pertinente. Alors une table play, l'idée c'était on a une jeune start-up qui en héberge au siège social, qui est dans le domaine du jeu vidéo. Donc nos dirigeants ont dit, bah, tiens, on va les inscrire dans le projet, ils vont s'amuser, et puis voilà. Donc on a créé une table de jeu numérique sur parc et jardin. On considère, si vous voulez, nous, chez JCDecaux, que le mobilier urbain traditionnel développé par l'entreprise peut être un élément fédérateur dans le déploiement de l'information nouvelle servicielle dans la ville, notamment en l'enrichissant avec des aspects de Wi-Fi gratuit, de relais d'information au service numérique, comme on vient de le voir, pour améliorer et favoriser la création de liens, de moments de convivialité et d'informations touristiques. Et on a été très étonnés des types d'applications qu'on peut imaginer gérer sur ce type d'écran. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à mon voisin, qui lui va parler plus précisément de cette expérience de partenariat qu'on a développée pour Annecy. C'était le cadre d'un marché de mobilier urbain. Il y avait dans le cahier des charges une petite ligne qui nous permettait de faire preuve de créativité et de modularité à un des éléments de l'abri voyageur. Et à JCDecaux s'en est emparé de cette petite ligne pour laisser place à la créativité et se dire on va faire le petit truc en plus que personne ne va imaginer, c'est-à-dire le décodeur urbain, et on va le mettre à disposition de la ville d'Annecy pendant 15 ans. Voilà. Alors c'était un projet pour l'intégration des données mené par JCDecaux qui regroupe plusieurs grandes familles utilisateurs d'Annecy, donc l'agglomération, c'est porteuse du projet, la CIBRA, qui est le réseau de transport de l'agglomération, la ville, et puis l'Office du tourisme, donc pour les données touristiques. Alors sur ces panneaux d'information, on va retrouver les informations de transport, parce que ça reste des abribus. Donc ça c'est une partie de contenu qui a été travaillée par la CIBRA. Et puis on va retrouver des informations touristiques, donc là où nous on est intervenu en tant qu'Office du tourisme, de ne pas recréer toutes les informations. Les développeurs de Decaux n'avaient pas offert une liste d'hôtels, une liste de restaurants, une chose qui existait. Donc en travaillant en collaboration, on a choisi d'afficher 3 grandes familles d'objets touristiques qui viennent du SIT de Citra en fait pour nous. Donc tout géolocalisé, comme disait M. Chopin, donc ça va permettre à l'utilisateur de très vite savoir où il est. Donc on a retenu les événements, les gens cherchent d'abord à savoir ce qui se passe autour d'eux, quand ils sont déjà arrivés, que ce soit des locaux ou des touristes, ils pourront trouver ce qu'il y a à faire à proximité. Ensuite, c'est les restaurants. Donc pareil, tout à l'heure, dans la table ronde de ce matin, on a entendu qu'un restaurateur faisait 50% avec du local, 50% avec des touristes. Là, n'importe qui passe devant l'abribus, s'il voit qu'il peut chercher un restaurant, il va pouvoir avoir l'idée d'aller au restaurant, justement. Et puis, les activités à faire à proximité. Donc nous, on va retrouver dans nos activités plusieurs grandes catégories. Ça va être nos prestataires de patrimoine culturel, de loisirs, parce que c'est un terrain de sport. On va retrouver tout ce qu'on va trouver un peu comme autre type d'événements qui sont un peu arrangés ailleurs, les marchés, les visites guidées, quelques points comme ça. Sur ces contenus, pour l'Office du tourisme, donc nous on a développé ce qu'on appelle une web app. Donc ce sont des pages web qui sont appelées par l'interface. Elles sont très spécifiques aux bornes. On ne peut pas y accéder ailleurs que par les bornes justement. C'est un développement web spécifique qui répond aux attentes d'ergonomie d'un écran pour les personnes à mobilité réduite, que les zones de l'écran soient toutes accessibles. Donc ça, on a travaillé avec les ergonomes et le cahier des charges de l'écran de JCDecaux qui nous ont fourni.
Et puis on a mis quelques touches par rapport aux nouvelles technologies. Pour les personnes très dynamiques, par exemple, vous allez retrouver sur chaque fiche de restaurant un flashcode pour emporter l'itinéraire sur votre mobile pour tout de suite vous rendre au restaurant ou à l'événement ou à l'activité que vous aurez sélectionnée. Donc plein de petites innovations qui vont permettre aux touristes non équipés d'avoir des informations et au contraire à la personne équipée aussi d'embarquer ces informations avec lui et de pouvoir plus facilement vivre le territoire. On n'est pas développeur de contenu. Donc au fond, ce décodeur urbain-là, tel qu'il vous est présenté là, on pourrait l'installer n'importe où dans le monde. Charge à la collectivité partenaire ou à nos partenaires commerciaux d'imaginer des contenus qu'ils ont envie de développer à l'intérieur et de présenter. Chacun est libre de présenter les contenus qu'il veut, qu'ils soient de caractère cartographique, touristique, information de proximité. Je suis dans un abri voyageur, j'ai un quart d'heure, j'ai 10 minutes là, je consulte le décodeur. Peut-être qu'après moi je vais consulter une application. L'idée c'est d'avoir tout de suite l'application. Donc de ne pas perdre de temps, on ne fait pas comme sur internet de descendre des sites en cascade. Là on a tout de suite des applications en temps réel sur l'application qu'on souhaite. C'est l'idée de, par exemple, de trouver un commerce de proximité. C'est l'idée de, tiens, j'ai une histoire, qu'est-ce qui se passe dans mon quartier, qu'est-ce qui se passe au cinéma, au théâtre, etc. Donc avoir les agendas, tout ça, je dirais, téléchargés, disponibles immédiatement. Mais nous, on n'est pas développeur de contenu. On laisse libre la collectivité de choisir les thématiques qu'elle a envie de développer, de présenter, et les contenus qu'elle veut voir figurer à l'intérieur. Tout vient de la même base de données. L'effort qu'il a fallu faire, si vous voulez, c'est plus dans un smartphone, vous avez un écran qui fait quelques centimètres carrés. Là, l'écran 42 pouces, c'est quand même beaucoup plus grand. Si vous ne faites que transposer une application mobile dans cet écran, vous aurez qu'à peine un tiers de l'écran 42 pouces occupé. Et ça, de façon ergonomique, c'est pas du tout confortable. Sur un smartphone ou sur un site internet, vous avez énormément de, je dirais, d'informations complémentaires annexes qui ne sont pas intéressantes à voir visuellement sur un écran de type décodeur. Donc il y a un effort d'adaptation à faire. C'est pour ça d'ailleurs aussi bien pour les applications de transport de la CIBRA, ils ont fait appel à une société extérieure, agence numérique design, et l'Office du tourisme a également fait appel à un prestataire extérieur pour les aider à présenter, je dirais, ces contenus de façon ergonomique, un peu design, qui donne envie. Voilà. Et pour ajouter un truc, c'est que dans un même, si vous mettez le même outil décodeur dans une ville, sur des quartiers différents, vous aurez des interrogations différentes, ce qui explique bien, je dirais, cette notion de fameux tourisme urbain, où on ne recherche pas forcément les mêmes applications. Si on est par exemple dans un quartier historique de type patrimoine mondial de l'UNESCO, par exemple Lyon, et entre Esquive de Lyon, ou au côté centre commercial Pardieu. Les usagers n'ont pas la même envie d'identification sur ces applications. Ils ont envie de découvrir autre chose. Sur le milieu urbain par rapport à un milieu classique. Très élevé. Très élevé. Alors, il y a une raison. Non, très élevé. Alors, il y a une raison à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, aujourd'hui, on gère à peu près 13 000 écrans dans le monde. Sur ces 13 000 écrans, on en a à peu près 99,9% qui sont dans des univers intérieurs, c'est-à-dire aérogare, métro, aéroport. À l'extérieur, mettre un écran digital tactile ou numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, il y a des aspects mécaniques qui sont respectés. Il faut que les écrans soient utiles avec des températures qui évoluent de -15 en hiver jusqu'à +35 en été. Donc on a 50 degrés, je dirais, de différenciation de température. Il faut qu'ils puissent fonctionner en permanence, d'où l'idée d'une belle plateforme, d'où l'idée effectivement qu'aujourd'hui on préconise pour le moment la DSL, mais sans doute que demain, si la 4G devient extrêmement performante, on peut peut-être imaginer utiliser la 4G. Mais attention, on a quand même beaucoup, je dirais, de data à l'intérieur de ces contenus, et dans ces cas-là, la DSL reste quand même, je dirais, un niveau de performance aujourd'hui, je ne dis pas demain, aujourd'hui meilleur. Ça c'est très important, on n'a jamais eu de dominant à verbier, on a toujours réparti les responsabilités. Nous n'avons jamais accepté, par exemple, que le directeur de l'Office du tourisme s'occupe de nos activités. C'eût été un transfert de pouvoir vers une équipe de fonctionnaires, une sorte d'OPA amical sur nos fondamentaux. Les acteurs indigènes doivent pouvoir assumer leurs responsabilités et bénéficier des avantages de leurs actions
pour pouvoir rester innovant et passionné, mais aussi pour être encouragé à offrir des produits de qualité, que la demande ne doit pas être le moteur de notre action d'entrepreneur, mais bien les exigences de l'offre dont font partie les ressources humaines locales et la valorisation du site d'accueil. Il en résulte idéalement que nous ne nous appliquons pas à vendre nos produits, nous donnons seulement envie de les acheter. C'est un marketing sensoriel. Autrement dit, l'habitant se visiter doit rester maître chez lui et bénéficier prioritairement des revenus du tourisme, dont la construction immobilière est généralement la composante la plus importante. On comprend dès lors que le client n'est plus qu'un moyen pour satisfaire l'indigène. Il n'est donc qu'un visiteur qui n'a pas tous les droits. À l'évidence, il ne peut être roi. Par contre, bien sûr, il doit être choyé, écouté, comme un hôte important. Et puis, sans tout vous le dire, la semaine passée, notre commune a sorti une vision à 25 ans, merci, à 25 ans sur l'avenir, si je veux vous le dire, c'est devenir la référence touristique alpine dans le domaine sportif, culturel et environnemental. Assurer aux citoyens et résidents une qualité de vie et des ressources économiques durables. Offrir des activités touristiques de 10 mois, sur 10 mois et des infrastructures ouvertes toute l'année. Alors moi j'arrive à ma conclusion et ma question. Au fait, le tourisme, c'est pour qui? C'est pourquoi et comment? La demande était quand même très importante dans un développement de projet. J'aimerais savoir si vous avez intégré ou la possibilité d'intégrer des statistiques de quelles sont les informations demandées. Ça, oui, on l'aura forcément. D'ailleurs, nous-mêmes, nous l'avons sur l'expérimentation de Paris. Je veux dire, on a eu 400 000 lancements d'applications. Aujourd'hui, nous n'avons fait aucune communication précise sur cette expérimentation. Il faut laisser le temps aux équipes marketing de travailler sur le résultat de cette expérimentation. On vient juste de démonter l'immobilier. Donc, si vous voulez, il faut qu'ils travaillent dessus, sur les statistiques. Mais on l'a. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que dans l'ergonomie, les dessinateurs ont planché sur l'aspect vandalisme et comment oui, évidemment, parce que alors, les écrans ils sont très protégés par des dalles autres que la dalle de l'écran. À la limite, on nous cassera la glace, mais pas forcément l'écran. Et puis, vous savez, on a mis ça sur Paris, l'abribus, qui avait 3 écrans digitaux. Il était place de la Bastille, c'est là où ont lieu toutes les manifestations de Mélenchon pendant les élections présidentielles, plus, je dirais, l'événement présidentiel de François Hollande, plusieurs manifestations à 10 à 20 000 personnes sur ces mobiliers. On a eu quelques stickers collés sur le mobilier, mais rien sur les écrans. En 18 mois d'exploitation, on nous a cassé une glace. Pourquoi? Alors, il faut peut-être se dire aussi que les gens respectent certainement le fait que dans ces écrans, c'est de l'information servicielle, de proximité immédiate, qui intéresse tout le monde. Et les gens se disent, mais pourquoi j'irais casser un service qui m'est offert, là, qui me donne un accès à un contenu qui m'intéresse? Il n'y a pas de pub en plus dessus. Voilà. Alors qu'à la base, vous êtes créateur ou fournisseur de mobilier urbain traditionnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'organisation d'entreprise pour absorber cette culture de l'innovation. Moi, je me suis beaucoup interrogé sur comment, par exemple, Mac a intégré la culture d'innovation. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent des services qui travaillent sans savoir la finalité du travail. Bien sûr. Et à un moment, il y a un leadership, il y a un homme, il y a un service qui doit mettre en commun en fait un peu tout ça. Et je voulais savoir en fait au niveau du Cibeco, comment vous avez migré vers ça. C'est extrêmement simple. D'abord, la culture d'innovation chez Cibeco, elle existe depuis 1964. Notre créateur, je dirais, c'est un autodidacte, il n'a pas son certificat d'études. Donc pendant 50 ans, il a innové sur des produits et des services. Il a beaucoup écouté les maires des collectivités locales qui lui soumettaient, je dirais, des besoins, l'expression de besoins, en se disant, tiens, monsieur Decaux, il n'y a que vous qui sauriez faire ça parce qu'on a des problèmes d'entretien ou de maintenance. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'idée de concevoir des produits et des services, et c'est seulement après qu'on recherche le moyen de financement. Je donne quelques exemples. Ces mobiliers urbains numériques, cette expérimentation, de vous à moi, ça coûte une fortune. Mais dans le même temps, c'est une image d'innovation qui est absolument exceptionnelle. On reçoit, sur le siège, on reçoit environ 3 000 à 4 000 personnes par an qui viennent du monde entier, j'irai voir ce que l'on fait.
Nous, c'est un showroom fabuleux. Monsieur Cavalli est venu, quand on a eu signé le marché, pour justement développer ses contenus. Il a eu l'occasion de venir, je pense qu'il peut peut-être s'exprimer sur le sujet. Il y a une culture d'innovation chez Cedeco. Et nous, on se pose des questions sur le financement des coûts de ces projets. Un autre exemple, le vélo en libre-service qu'on a fait avec Vélo Véline, très sincèrement, si cette innovation-là, on l'avait confiée à nos directeurs financiers, ça ne serait pas allé plus loin, j'entre guillemets, que l'évaluation des coûts. Mais simplement, nous, on a la tête, on est dans l'entreprise, on a des hommes et des femmes, des gens qui sont sur l'innovation, et on pousse les innovations et la recherche jusqu'au bout. Alors, pas du niveau de l'exemple que vous donniez avec Steve Jobs sur Apple, sans doute, avec d'autres moyens, ils ont des moyens bien supérieurs à Cedeco, mais ce que je veux dire, c'est que l'innovation, c'est dans les gènes d'entreprise depuis 50 ans, et qu'on continue d'innover. Parce qu'on sait bien qu'effectivement, qu'un abri avec un décodeur urbain, c'est beaucoup plus cher, je voudrais dire, qu'un simple abri. Le décodeur urbain, il coûte 2 fois le mythe installé, il coûte 2 fois le prix d'un abri voyageur. Mais c'est la capacité à intégrer des services nouveaux. Notre logique aussi, l'espace public, il est rare, et demain, il sera cher. Ça veut dire que si demain, on veut développer nos activités sur les villes du monde, et notamment sur les espaces publics, il faut qu'on mette en œuvre, je dirais, des nouveaux services. Il faut garder une différenciation par rapport à nos concurrents, et c'est extrêmement important. Pas compris le coût, on va dire, pour la collectivité. Zéro. Si. Non. C'est quoi la source de financement? Non, c'est quoi? Ça Le peut modèle coûter, économique. Cher Rémi, je vais me soulager de cette question financière. Le système, il est simple. La communauté d'agglomération d'Annecy a passé un marché avec Deco pour les abribus plus 3 décodeurs. Là-dessus, la communauté d'agglomération dit le premier partenaire, c'est évidemment la société de bus. Donc la société de bus, elle va faire son petit développement à 10 000 €. En fait, je sais même pas, c'est vous qui avez payé en plus, d'accord, pour la société de bus. Hein. Ensuite, derrière, tout le monde se dit, mais c'est quand même bizarre, on met des super trucs, mais dans les abribus, les horaires, ils existent déjà quasiment. Donc, on ne va pas mettre que de l'info-bus. Puis la réflexion est entamée. Comme Annecy est une ville quand même surtout assez touristique, surtout au centre, eh bien, l'agglo a dit, l'office touriste, vous avez des infos, essayez de les mettre en forme, en collaboration donc avec Deco, et Jérémy qui est notre webmaster, et puis on va voir comment vous pouvez les formater. Et du coup, nous on a dit qu'est-ce qui nous intéresse en ville pour donner de l'info aux Annéciens et aux touristes, les deux publics, parce que ça c'est quand même important je crois dans la donnée, parce que de fait sous les abribus il y a d'abord principalement des locaux, et puis vu qu'ils sont implantés dans les zones touristiques, les touristes iront se renseigner, mais je crois que Deco avait fait des stats là-dessus assez intéressantes. Et puis du coup, nous, on a dit qu'est-ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'était les infos directes, quoi, le resto, l'activité du jour, l'événement, etc. Et puis du coup, nous, Jérémy a développé, avec une autre petite société en appui qui a fait je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Enfin, moi, je sais que ce qu'on a sorti comme chèque, c'était 6 000 €, si vous voulez tout savoir. Il n'y a pas de secret. Donc, pour nous, Office de tourisme, pour revenir à la base, le coût de cette mise en service à nous, Office de tourisme, c'est le temps de travail de Jérémy. Je ne sais pas comment vous l'évaluez, Jérémy. Et puis les 5-6 000 € d'une aide complémentaire, d'une technologie complémentaire, d'une petite boîte locale. Ces produits et ces services, il s'est trouvé qu'effectivement ça a été la publicité extérieure. Mais ce n'est pas toujours forcément ça. La preuve, c'est que quand on sera demain consulté sur des produits similaires à ça, dans une ville où on ne peut pas s'installer en publicité parce que déjà le marché publicitaire est déjà distribué, alors on devra rechercher avec la collectivité d'autres formes de partenariat. Peut-être qu'on demandera à la ville de contribuer financièrement à la mise à disposition, entretien, maintenance de ce type de service. On le fait déjà sur des sanitaires ou autre chose. Avec la solution d'Annecy, c'était le projet pilote qui a permis d'avoir un financement aussi plus élevé. Oui. Vous l'avez dit vous-même, qu'il n'y avait pas de publicité, c'était éduquer des opérations. Il faut bien, à un moment ou à un autre, financer. Non, mais on en a parlé avec madame, je dirais avant cette conférence. Aujourd'hui, on est au début d'une nouvelle ère, qui est une phase transitoire entre la phase expérimentale du numérique et du digital et une phase de production, on va dire, industrielle de ces services dans l'ensemble des villes du monde.
parce que le numérique va investir la ville de demain, la notion de ville intelligente. Donc moi je pense, mais je ne suis certainement pas le seul, à penser que ce sont par des partenariats publics-privés. On peut imaginer que peut-être toutes les entités représentées à l'intérieur de ces services peuvent contribuer annuellement par une contribution financière même modeste, en disant puisque je suis identifié comme adhérent et une information disponible, je veux bien accepter de payer peut-être 100 € par an pour m'assurer que cette information-là, elle sera toujours disponible dans le mobilier. On peut imaginer d'autres choses. Ça veut dire que nous, évidemment, il faut qu'on puisse faire un équilibre des services liés à gérer la mise en œuvre sur l'espace public. Donc ça peut être soit financement par la publicité, soit un financement en prise directe par la collectivité, mais aussi la solution par la collectivité de se faire refinancer par des partenariats auprès des adhérents, des hôtels, des restaurants, des châteaux, voilà. Je voulais venir justement, parce que pour les contenus d'Annecy, ce sont nos usagers prestataires, qui sont les restaurants qui adhèrent à la tourisme, on se retrouve sur tous nos supports. Donc cette visibilité des abribus, quand ils vont voir que ces projets existent, ils vont bien sûr vouloir rester dessus. Le restaurant qui est vraiment à côté, il n'aura pas d'intérêt à quitter l'abribus, puisqu'il va y avoir des remoutages localisés avec l'itinéraire, les distances vont être affichées, et on espère même que ça amène de nouveaux usagers partenaires à l'Office du tourisme, ceux qui vont pouvoir venir sur l'abribus, parce qu'ils n'y sont pas actuellement. Le service à présence. Oui. Est-ce que c'est vous qui l'assurez? Oui, oui. En tout cas, maintenant, j'en ai dit. Pendant 15 ans. Oui. Oui, c'est le contrat, mais c'est le contrat entre les deux. J'ai une question, mais c'est monsieur. Donc ça sera pour après. Moi j'ai une question par rapport à la question de départ. Le tourisme, c'est pour qui, pourquoi et comment? La question. Pour qui, pourquoi, comment? Ça c'est la question que vous avez posée à la fin. Et moi j'ai noté qu'il y a une reprise en main de vous, les acteurs touristiques, hôteliers et gens du pays, dans votre devenir du tourisme. Quels sont les éléments qui vous ont poussé à avoir ce type de réaction? C'est basique. Parce qu'on fait du tourisme, si c'est pas pour... Oui, pourquoi on fait du tourisme? C'est une question philosophique aussi. Quand on fait du tourisme, si moi, station de Verbier, j'ai pas envie de faire du tourisme, en fait, c'est tout. C'est encore mon droit. Donc c'est encore moi qui décide. Donc quand on fait du tourisme, c'est pour soi, c'est pas pour les clients. Ça, je le répète souvent, c'est pas pour les clients, c'est pour nous. C'est pour l'entrepreneur, c'est pour l'artisan, c'est pour l'artiste, c'est pour les clients. Mais les clients sont le meilleur moyen c'est le seul moyen qu'on a de vivre, ce sont nos clients. Donc ils sont précieux, on en a besoin, mais ils sont toujours ce qu'on. S'il était roi, on aurait des chalets sur tous les sommets. On sait qu'on ne laisse pas faire. Donc on est en train de lui dire, c'est encore nous qui décidons. Et seulement dans la réflexion de développement touristique, en fait, on ne part pas de ce point de vue-là. Donc quand on dit ce matin, on dit qu'il faut s'occuper du client. Oui, c'est d'abord soi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de fournir au client comme service? Qu'est-ce que j'ai envie de lui vendre? Est-ce que j'ai envie de lui vendre quelque chose? Si oui, il faut que je sois passionné, il faut le faire, que j'aime. Donc il faut vraiment que mon environnement soit agréable à moi. Je dis moi parce que c'est tout moi. Donc on doit mettre agréable. Et le touriste, si je n'ai pas envie d'avoir une nationalité, ben je n'aurai pas, c'est tout. C'est comment il décide. C'est aussi pourquoi, puis ça permet de concrétiser la réflexion, les centrales de réservation. Nous, on ne les voulait pas telles qu'on voulait nous les imposer depuis touristes suisses, etc. Parce qu'on nous enlevait toute la bonne partie, c'est de choisir nos clients. La catégorie, la durée, etc. On nous traitait de concierges. On n'était plus que là pour donner des clés, et puis voilà, pour les clients qui arrivent. On n'avait plus de contrôle. Nous, on sait qu'à Verbier, on essaie de contrôler le nombre de nationalités pour avoir une répartition en fonction des vacances, etc. Donc il y a toute une réflexion, parce que ça m'arrange d'avoir une occupation meilleure en basse saison, par exemple. Donc c'est beaucoup plus loin, là, on ne va pas faire un discours sur une journée, mais c'est une réflexion de base que j'estime qu'on doit se poser, c'est pourquoi le tourisme? Si on répond à cette question-là, il y a beaucoup d'approches qui sont sur nos actions. Vous voyez quel rôle pour l'office de tourisme à l'avenir?
quel rôle pour le tourisme sur Verviers? Il est à notre disposition. C'est uniquement à notre disposition. Le rôle de l'Office du tourisme n'est pas d'organiser les choses, c'est de se mettre à disposition de ceux qui organisent, ceux qui ont la passion de le faire, ceux qui ont les moyens de le faire. L'Office du tourisme, chez nous, il s'occupe de coordination, il s'occupe de facilitateur, il s'occupe de gérer le budget dévolu à l'Office du tourisme et de gérer les employés, etc. Donc, c'est quelque chose de... On essaie de lui donner le moins possible de responsabilité. Alors, on a eu heureusement un directeur pendant près de 20 ans qui faisait très peu. Ça nous arrangeait bien, mais il faisait le nécessaire. Très peu. Je veux dire, il n'était pas toujours dans les médias. Alors que ceux qui connaissent un peu la Suisse savent que, par exemple, Tramontana, le directeur de tourisme, il est sur un piédestal toute l'année. C'est pas bon, ça. Il peut y en avoir d'autres qui sont passionnés par les tout simplement, qui peuvent apporter des choses dans le tourisme. Bien sûr. Mais c'est des pseudo-professionnels, c'est quand même pas des praticiens du tourisme, au départ. Ils sont formés à l'école de tourisme, c'est trop bon. Je suis formé sur le terrain, non, je crois pratique le métier depuis 7 ans. Non, mais c'est tout ça pour dire que là, on dévie, mais ce genre de remarque, dans l'innovation touristique, à mon sens, elle est très négative. Parce que c'est sûr que les prestataires pourront apporter beaucoup de choses, évidemment, on est à leur service et je suis le premier à cette place-là. Par contre, il y aura toute une vision externe que les prestataires locaux n'auront pas, puisqu'ils doivent se concentrer principalement sur leur activité. Et en termes de vision globale et de coordination, le rôle des offices est extrêmement important aussi dans l'innovation, et pas uniquement comme faire valoir les prestataires locaux. Non, je suis 100% d'accord. J'essaie de provoquer un peu. Le directeur, ça dépend aussi de la qualité du directeur. Il y a des très bons, des moins bons, des plus bien classés. Je voudrais parler un peu spécifiquement de l'immobilier du tourisme. Pour m'être bien renseigné sur les problématiques en France, le problème des lits froids, qu'on constate énormément en France, vous le constatez moins chez vous. Moi, je trouve vous le constatez certainement, mais en fait, vous considérez qu'à partir de 16 semaines, un lit est considéré comme chaud. Nous, en France, c'est 12 semaines qu'on considère qu'il est chaud. Donc, si vous préférez, déjà en termes de culture, c'est pas la même approche, c'est pas la même définition. Mais je suis plutôt en phase avec la vôtre. Moi, ce que je déplore en France, c'est le métier des agences immobilières. C'est déplorable. Moi, je trouve ça déplorable. On ne fait pas de la transaction comme on fait de la location. Je pense que c'est un métier en tant que tel. Et je voulais savoir si le métier de conciergerie touristique était quelque chose que vous développiez en Suisse. C'est-à-dire le fait d'apporter des services entre l'offre et la demande pour justement réduire ce problème d'absence de prise en charge qu'on peut retrouver dans les meublés, à l'inverse de l'hôtellerie où vous apportez ce service. Mais je pense que le levier il est aussi très marqué sur les lits banalisés. Et je voulais savoir un peu comment vous considériez le métier d'agent immobilier ou d'agence immobilière en Suisse. Bon, j'ai été expert formateur en agence immobilière de mon temps. Donc c'est un problème que j'ai m'intéresse beaucoup. Mais l'agent immobilier chez nous, il fait de tout. Donc il fait des transactions immobilières, il fait de la promotion en général, etc. Mais la location, c'est une petite partie de logement. Alors que dans mon agence, c'était le principal. Maintenant, avec la Lex Weber qui nous empêche de vendre aux étrangers, les transactions vont chuter jusqu'à peut-être 10% d'avant. Ça n'existe plus, ces revenus maintenant. Ces gens-là vont devoir s'intéresser à la location. Mais le marché des prix, il va y avoir des problèmes. Chez nous, les agences immobilières à Verviers, depuis 40 ans, on fait des services hôteliers. C'est quelque chose qui est dans nos habitudes. C'est pas nouveau. C'était interdit par la loi. Donc on devait se débrouiller pour le faire. Maintenant, c'est même presque obligatoire. Ça a tout changé. Alors, service hôtelier à Verviers, par exemple, on a 2000 lits hôteliers en chalet. Je sais que ça existe en Genève, mais on a 2000 lits en chalet. Mais c'est une habitude, et ce sont les agences immobilières qui s'en occupent, à travers le téléphone, les tours opérateurs. Je peux même aller plus loin. On réussit tellement bien notre système que les tours opérateurs, on ne les paye pas, c'est eux qui les payent.